Jania, une mère célibataire courageuse, travaille jour et nuit pour élever seule sa fille Mia, atteinte d'épilepsie. Malgré ses 2 emplois et ses sacrifices silencieux, la société ne voit en elle qu'une femme pauvre, jugée à travers le prisme de ses manques. Un jour, Mia fait une crise à l'école. Plutôt que de l'aider, le système accuse Jania de négligence. Sa fille lui est arrachée. Dès lors, Jania est confrontée à une série d'humiliations. Un patron insensible, un policier violent, une administration froide. Et toujours, personne ne lui pose la question la plus humaine, comment vas-tu? Alors qu'elle perd espoir, un vieil homme, médecin à la retraite, croise sa route. Il est le premier à écouter. Ensemble, ils dénoncent les erreurs et injustices du système. Grâce à ce soutien inattendu, elle affronte le tribunal et défend son amour de mère. Et elle gagne. Elle retrouve sa fille. Mais surtout, elle retrouve sa dignité, sa voix, et la lumière qu'on voulait lui voler. 2 jobs, une vie. À 4h30 du matin, la radio grésille faiblement dans la pièce à moitié sombre. Jania se réveille sans alarme. Son corps connaît l'heure. Elle ne bâille pas, ne soupire pas, elle se lève. Chaque matin est un combat silencieux. Elle traverse la petite pièce, où une bassine sert d'évier, de lavabo, et parfois de baignoire pour sa fille. Dans un coin, une natte pliée. Au mur, une vieille photo d'elle et de Mia lors de sa naissance. Elle touche l'image du bout des doigts. Jania se lave rapidement, attache son foulard noir et enfile son uniforme bleu ciel de femme de ménage. Elle laisse un mot sur la table, comme tous les matins, « Maman t'aime ». Puis sort dans l'obscurité, ses chaussures craquant sur le sable humide. À 6h, elle est à l'hôtel. Un établissement 4 étoiles, aux lustres brillants, aux couloirs parfumés, aux moquettes épaisses. Elle efface les traces des riches. Elle nettoie des baignoires où d'autres ont profité, elle astique des miroirs qui ne reflètent jamais sa vie. Personne ne lui adresse la parole. Parfois, un client l'évite comme si elle portait la pauvreté sur son visage. À 14h, elle quitte discrètement. Direction l'école de Mia. Le soleil est brûlant. Elle n'a pas mangé. Un sachet d'eau pour survivre. Elle récupère sa fille, l'embrasse, puis la confie à sa voisine, une femme âgée qui accepte de veiller sur l'enfant moyennant quelques pièces. À 17h, changement d'uniforme. Serveuse au fast-food du centre-ville. Elle enchaîne les commandes, les plateaux, les remarques désagréables. Sourire obligatoire. Pause? Aucune. Parfois, elle reçoit un pourboire de 5 $, elle le garde précieusement pour le médicament de Mia. Elle refuse de se plaindre. Elle a appris à souffrir en silence. À 23h30, le bus de retour est bondé. Jania s'endort contre la vitre. Ses mains sont sales, son estomac vide, mais son cœur est rempli d'un seul but, Mia. Mia et encore Mia. Le cadeau de Mia. Ce matin-là, alors que le ciel est encore gris, Mia est déjà réveillée. Elle s'est levée avant sa mère. Du haut de ses 7 ans, elle connaît le monde de Jania. Elle le voit dans les silences, dans les cernes, dans les absences. Avec ses crayons usés, elle colorie lentement une feuille déchirée d'un cahier, une maison rose avec des rideaux blancs, un jardin rempli de fleurs et de papillons. Au centre, 2 personnages se tiennent par la main. Elle dessine même des sourires. Quand Jania revient de l'hôtel, épuisée mais heureuse de retrouver sa fille, Mia court vers elle et lui tend le dessin. « Maman, regarde. C'est notre maison quand on sera riche. Et toi, t'as des ailes dessus. Comme une fée. » Jania reste un moment sans voix. Ses yeux s'emplissent d'eau, mais elle sourit. « C'est magnifique, ma puce. Tu crois que maman peut avoir des ailes? Tu les as déjà, maman. Mais les gens ne les voient pas. » Elle plie soigneusement le dessin et le glisse dans son sac. Il ne doit jamais se perdre, pense-t-elle. Mais ce moment de douceur est vite balayé. L'après-midi, alors qu'elle est de retour au fast-food, elle reçoit un appel de l'école. On entend des cris au fond. Une voix paniquée, « Votre fille vient de faire une crise. » Jania lâche tout. Elle court jusqu'à l'école. En arrivant, elle voit un attroupement, une ambulance, et Mia sur le sol, tremblante, entourée de professeurs désemparés. Elle convulsait, on ne savait pas quoi faire. Elle monte dans l'ambulance avec sa fille, la tenant contre elle. Elle murmure, « Maman est là, tout va bien, tout va bien. » À l'hôpital, le verdict tombe, épilepsie. C'est peut-être génétique. Ou peut-être lié à une naissance difficile. A-t-elle été suivie? Jania se sent minuscule. Elle explique qu'elle n'avait pas les moyens pour des examens réguliers. Le médecin la regarde sans émotion. Elle comprend qu'elle est déjà jugée. Elle passe la nuit sur une chaise en plastique, dans le couloir. Sa fille dort, sous perfusion. Le dessin est toujours dans son sac. Elle le ressort, le caresse du doigt, et pleure en silence. Jugée par les autres. Le matin se lève sur l'hôpital. Mia dort encore, épuisée par les crises de la veille. Jania n'a pas fermé l'œil.
Assise sur une chaise bancale, elle regarde sa fille respirer doucement, un pansement au bras, une larme séchée sur la joue. Une infirmière entre et chuchote. « Madame, une assistante sociale va venir vous voir. » « Pourquoi ?» demande Jania, inquiète. « C'est la procédure. » Mais Jania comprend que ce mot « procédure » cache quelque chose d'autre, le regard de l'infirmière est déjà plein de pitié, ou de jugement. Elle le sent. Elle le connaît. À midi, dans une salle froide du service pédiatrique, elle est face à deux femmes, une psychologue et une assistante sociale, toutes deux assises derrière un bureau chargé de dossiers. Aucune ne lui sourit. Aucune ne lui dit « Bonjour, comment allez-vous » L'assistante sociale ouvre un dossier. « Vous êtes la mère de l'enfant Mia F, 7 ans. Vous êtes mère célibataire. Vous travaillez où ?» À l'hôtel Le Marena et au fast-food Sanga Burger. 2 emplois. Quand voyez-vous votre fille ? Je la dépose chez une voisine la journée, je travaille, puis je la récupère le soir. Je fais de mon mieux ? De votre mieux, répète la femme, en notant quelque chose. Jania sent son cœur s'effondrer. Puis vient la phrase qui change tout. L'école a signalé un cas de négligence grave. La maîtresse a déclaré que l'enfant semblait souvent fatigué, mal suivi, et qu'elle avait déjà présenté des signes de malaise auparavant. Ce n'est pas vrai. On m'a jamais rien dit. S'écrie Jania, choquée. Vous avez consulté un neurologue ? J'ai pas les moyens. Mais j'essaie. Je travaille dur. Je ne l'abandonne jamais. Un silence. Puis un regard entre les deux femmes. Madame, nous avons décidé de placer temporairement votre fille dans une structure d'accueil, le temps que son état soit stabilisé et que nous puissions mieux évaluer la situation. Le monde de Jania s'écroule. Elle ne comprend pas. Elle n'a pas crié. Elle n'a jamais levé la main sur sa fille. Elle s'est privée pour qu'elle mange. Elle a travaillé doublement, triplé ses efforts. Et au final, on lui arrache son enfant. Elle a besoin de moi. Vous ne pouvez pas, crie-t-elle. Mais les femmes restent impassibles. La psychologue ajoute doucement. Ce n'est pas contre vous. C'est dans l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant. Ces mots la poignardent. Qui a décidé de ce qui est bon pour Mia ? Pas ceux qui vivent à deux dans une pièce. Pas ceux qui rentrent à minuit sans avoir mangé. Pas ceux qui se lèvent pour prier en cachette pour survivre au jour suivant. Le soir même, un véhicule officiel vient chercher Mia. Elle ne comprend pas. Elle pleure. Elle s'accroche à sa mère. Maman, j'ai rien fait. Je sais, mon bébé. Je te le promets, je viendrai te chercher. Tiens bon. Jania reste seule. La chambre est vide. Le silence la ronge. Elle veut crier, mais aucun son ne sort. Personne n'est venu lui demander « Comment tu vas ?» Le patron est la règle. Le lendemain matin, Jania se traîne jusqu'à son poste de nuit, le cœur vidé, les yeux gonflés de larmes. Le fast-food, avec ses lumières criardes et ses odeurs de graisse, lui paraît plus oppressant que jamais. Chaque bip de commande, chaque bruit de friteuse est une gifle. Elle ne voulait pas venir. Mais elle n'a pas le choix. Pas de congé, pas de soutien, pas de pause. Elle a besoin d'argent, surtout maintenant. À 18h tapante, elle pousse la porte du bureau de son manager, un homme jeune, froid, toujours vêtu impeccablement, nommé Daddy. Daddy, excuse-moi de te déranger, mais j'aurais besoin d'une avance sur mon salaire. Il lève les yeux de son ordinateur. Une avance ? Tu viens d'avoir ton acompte la semaine dernière. Je sais, mais c'est pour Mia. Elle est malade. Ils me l'ont prise. Il me faut un avocat, je t'en supplie. Il soupire, agacé. Tu crois que t'es la seule à avoir des problèmes ici ? Si je commence à faire des avances à tout le monde, c'est la porte ouverte. Je travaille ici tous les soirs, je suis jamais en retard, s'il te plaît. Il se lève, contourne le bureau, et lui dit sèchement. Les règles sont les règles, Jania. Ici, c'est le business. Pas un centre d'aide sociale. Elle reste figée. Le mot règle résonne dans sa tête. Encore. Comme un couperet. La loi. La règle. Le système. Tous ces mots qu'on utilise pour refuser l'humanité. Pour ne pas écouter. Pour ne pas aider. Pour ne pas compatir. Elle sort du bureau, humiliée, le souffle court. Elle rejoint son poste, reprend les commandes. Un client lui crie dessus parce que ses frites sont tièdes. Un autre lui jette un billet de $1000 sur le comptoir. Elle se penche pour le ramasser sans dire un mot. À 22h, elle s'effondre aux toilettes. Elle ferme la porte, s'assoit sur la cuvette, les mains sur la bouche. Elle pleure comme une enfant. Un sanglot silencieux, honteux. Elle repense à Mia. À son rire. À son dessin. Elle sort le papier de sa poche. Il est froissé, taché, mais intact. La maison rose. Le jardin. Les ailes. Puis elle murmure, les yeux fermés. Pardonne-moi, mon ange, maman fait tout ce qu'elle peut. Mais dehors,
Le monde continue de tourner. Les écrans clignotent. Les clients hurlent. Et personne, encore une fois, ne lui demande. Comment tu vas? La voiture du policier. Le jour suivant, Jania doit se rendre à l'hôpital pour récupérer un certificat médical de Mia. Un simple papier, mais indispensable pour tenter un recours auprès des services sociaux. Elle ne peut pas payer un avocat, alors elle s'improvise juriste, secrétaire, combattante. Il est 11 heures. Le soleil tape fort. Elle porte un panier simple et une vieille chemise repassée avec soin. Son foulard est noué proprement. Elle veut avoir l'air présentable, même si ses chaussures sont usées, même si ses yeux sont gonflés par la fatigue et les larmes. Elle marche vite dans les rues bondées. Arrivée près de l'hôpital, elle traverse la rue en courant, pour gagner quelques précieuses secondes. Son sac, mal fermé, heurte sans le toucher franchement une voiture luxueuse garée devant une pharmacie. Juste une égratignure, invisible à l'œil nu. Un homme en sort brutalement. Il crie. « Et toi? T'es malade ou quoi? Tu sais combien elle coûte cette voiture ?» Elle s'arrête net. Les passants se tournent vers elle. L'homme est un policier en civil, armé, nerveux. « Tu crois que c'est avec ta vie de misérable que tu vas réparer ma peinture? » « Pardon monsieur, c'était pas fait exprès. J'ai juste effleuré. Tu veux que je t'embarque au poste? Tu vas voir ce que c'est que toucher au bien des autres. » Les gens autour murmurent, mais personne ne s'approche. Jania sent la panique monter. Son souffle s'accélère. Ses mains tremblent. « J'ai ma fille à l'hôpital, j'étais pressé, je suis désolé. » Il s'approche d'elle, la domine de toute sa hauteur. « Presse-toi un autre jour, pauvresse. » Elle baisse les yeux. Elle ne peut pas crier. Elle ne peut pas fuir. Elle ne peut pas répondre. Dans cette société, une femme pauvre, seule, n'a pas de voix. Même pas le droit d'expliquer. La foule regarde. Certains compatissent en silence. Mais personne ne dit « Monsieur, ça va trop loin. Elle a juste frôlé votre voiture. » Et surtout, personne ne demande à Jania « Est-ce que vous allez bien ?» Le policier finit par la repousser de la main comme un déchet. « Dégage avant que je change d'avis. » Elle s'éloigne, le pas tremblant. Au coin de la rue, elle s'assoit sur une marche. Les larmes montent, brûlantes, mais elle se retient. Pas ici. Pas devant tout le monde. Elle se parle à elle-même. C'est pas grave, Jania. T'as connu pire. T'as survécu à tout. Tu vas pas lâcher maintenant. Elle essuie ses yeux, se lève, et continue sa route. Elle a encore 10 kilomètres à faire. Mais elle ne marche plus, elle tient debout avec les miettes d'un espoir. La nuit et les larmes. La nuit est tombée, sans douceur. Elle enveloppe la ville d'un silence pesant. Les rues se vident. Les bruits de klaxons et de motos s'effacent peu à peu. Jania rentre chez elle à pied. Elle n'a même plus de quoi payer un car rapide. Son quartier est sombre. Pas d'éclairage public. Juste la lumière des maisons voisines, filtrée par les rideaux. Elle ouvre la porte de sa pièce unique. Il fait chaud. L'air est lourd. Mais surtout, c'est vide. Il n'y a pas Mia. Plus de voix qui chantent faux. Plus de petits corps qui courent en disant « Maman j'ai faim ». Plus de rire. Plus de lumière. Elle reste debout, immobile, pendant plusieurs minutes. Elle regarde le coin du matelas où Mia dormait toujours. Son regard s'attarde sur une petite paire de sandales oubliées. C'est trop. Elle s'effondre au sol, les mains sur la tête. Aucun cri ne sort. Juste un long sanglot étouffé, venu de l'âme. Après de longues minutes, elle se relève lentement. Elle allume une bougie. Pas d'électricité ce soir. La flamme vacille. Elle fouille dans son sac. Elle sort le dessin de Mia. La maison rose. Le jardin. Les deux silhouettes. Et les ailes sur elle. Elle lisse le papier froissé et l'accroche au mur avec une punaise. Puis elle s'assoit, prend une feuille blanche, et écrit une lettre. Une lettre que Mia ne lira peut-être jamais. Ma fille, tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui ai échoué. J'ai voulu être ton père et ta mère, ton toit et ton pain, ta lumière et ton silence. Mais je n'ai pas été assez forte. Je te promets une chose, ma lumière, je vais me battre. Même si le monde me tourne le dos. Je vais me battre pour qu'un jour, tu reviennes dormir ici, contre mon cœur. Je t'aime, plus que tout. Maman. Elle plie la lettre. La glisse sous le dessin. Puis s'étale sur le matelas, en boule, sans force. Elle s'endort ainsi, dans ses habits de la journée, les pieds sales, les bras vides. Dans son rêve, elle voit Mia au bord d'un puits, appelant au secours. Mais quand elle court vers elle, des barrières invisibles l'en empêchent. Elle hurle. Mais personne ne l'entend. Elle se réveille en sursaut. La bougie est consumée. Le silence est absolu. Et toujours, personne ne lui a demandé. « Comment tu vas, Jania ?» L'inattendu. Le matin suivant, Jania ne se lève pas avec la même force.
Chaque partie de son corps semble peser 2 fois plus lourd. Même son foulard lui paraît étouffant. Elle regarde la lettre écrite la veille, le dessin de Mia accroché au mur, et trouve une raison de se lever. À 6h30, elle est à l'hôtel. Uniforme propre, sourire figé. Elle nettoie, récure, change les draps, vide les poubelles des riches. Les conversations des clients résonnent dans les couloirs. Il faut absolument que je réserve ce billet business. Mon masseur privé a annulé, je suis furieuse. Elle passe entre eux comme un fantôme. Personne ne la salue. Personne ne la voit. Vers 11h, on l'envoie nettoyer la suite 308. Une grande chambre au dernier étage, avec vue sur la ville. Elle entre, discrète. Le client est encore là. Un vieil homme, soigné, assis dans un fauteuil en cuir. Il lit un journal. Il ne relève même pas la tête. Jania s'incline poliment. « Bonjour monsieur, je peux nettoyer ?»« Bien sûr, ma fille. Fais donc. » Sa voix est douce. Pas condescendante. Juste, humaine. Elle commence son travail en silence. Mais en remettant un coussin en place, elle laisse tomber un mouchoir qui traînait dans sa manche. Le dessin de Mia glisse avec, sans qu'elle le voie. Le vieil homme l'aperçoit. Il se penche, ramasse le papier, l'ouvre. Il regarde longuement la maison rose, les 2 personnages, les ailes. Puis il demande doucement. « C'est votre fille qui a fait ça ?» Jania sursaute. Elle n'aime pas qu'on touche à ce papier. Mais sa voix n'a rien d'agressif. « Oui, c'est elle. Elle a 7 ans. Elle s'appelle Mia. » Il replie le dessin avec soin et le lui rend. Elle a du talent. Elle dessine l'espoir. Cette phrase la frappe. Dessiner l'espoir. Elle retient ses larmes. Il ajoute, en regardant par la fenêtre. « Tu n'as pas l'air bien. Comment tu vas ?» Elle s'arrête. Elle baisse la tête. Elle ne sait pas quoi répondre. C'est la première fois en des mois que quelqu'un lui pose cette question, sincèrement. Pas par politesse. Pas par obligation. Juste, pour elle. Et les mots sortent. D'abord hésitants. Puis fluides. Puis douloureux. Elle raconte tout. Mia. L'épilepsie. L'école. L'état. La misère. Le patron. Le policier. Le vide. La peur. Les nuits sans sommeil. Les humiliations. Le vieil homme ne dit rien. Il l'écoute. Il ne la coupe pas. Il ne la juge pas. Quand elle termine, elle s'excuse. « Pardon, j'ai parlé trop longtemps. » Il sourit. « Non. Tu avais besoin que quelqu'un t'écoute. Et moi, j'avais besoin d'entendre. » Elle le regarde, troublée. Il se lève lentement, sort une carte de sa poche, et la lui tend. « Je m'appelle Dr Madhu Sanya. Je suis pédiatre à la retraite. Ma fille, elle est morte d'une erreur médicale. Le système l'a oubliée. Comme on t'oublie, toi. Mais parfois, les oubliés se rencontrent. » Jania serre la carte. Ses mains tremblent. Il ajoute. « Donne-moi les papiers. Le dossier. Tout ce que tu as. On va faire ce qu'il faut. » Elle fond en larmes. Pas de pitié. Pas de charité. De la solidarité. Le secret du vieil homme. Le lendemain matin, Jania se présente devant l'hôtel avec une petite pochette en plastique entre les mains. À l'intérieur, il y a tout ce qu'elle possède de sa vie administrative. Le carnet de santé de Mia. Une copie du courrier de retrait de garde. Les notes de l'école. Les ordonnances jamais honorées. Et une lettre, écrite la veille, dans laquelle elle raconte sa version des faits, comme le docteur Madhu lui a suggéré. Elle monte au 3e étage, suite 308. Elle frappe. Il l'accueille avec un sourire doux. « Tu as tout apporté ?» Elle hoche la tête. Elle s'assoit sur le bord du canapé. Le vieil homme sort ses lunettes, lit chaque papier avec attention, en silence. À chaque document, son regard se durcit. Ils t'ont jugé sans comprendre. Ils ont utilisé la forme pour écraser le fond. Il sort son téléphone, compose un numéro, et parle d'une voix assurée. « Où ça ? C'est Madhu. J'ai un dossier urgent pour toi. Il faut que tu le lises. Je passe te voir dans 1 heure. » Il raccroche. Jania, confuse, demande. « Où ça ? » « Mon neveu. Avocat. Il a plaidé contre des abus des services sociaux plusieurs fois. Il est bon, et surtout, il a de la colère dans le cœur. Comme toi. » Elle baisse les yeux, émue. Elle ne sait pas pourquoi ce vieil homme fait tout ça pour elle. Elle le regarde et murmure. « Pourquoi vous m'aidez ?» Il s'appuie contre son fauteuil, le regard dans le vide. « Il y a 10 ans, ma fille a fait une réaction à un vaccin. L'hôpital a mis ça sur le compte d'un trouble génétique, sans vérifier. Je leur ai fait confiance. Elle est morte dans la nuit. Et après, on m'a fait signer des papiers que je ne comprenais pas, pour protéger l'établissement. Je n'ai rien dit. Par honte. » Il respire profondément, les yeux brillants. « Mais toi,
tu m'as réveillé. Ton silence ressemble au mien. Tes larmes sont les mêmes. Je ne pouvais pas me taire cette fois. Un long silence suit. Jania pleure doucement. Pas de rage. Pas de peur. Mais de gratitude. C'est la première fois qu'un adulte croit à sa douleur, sans condition, sans sourire condescendant, sans discours moralisateur. Le vieil homme la regarde. Tu n'es pas seul. On va se battre. Et si la loi est écrite pour les riches, alors on va leur apprendre à lire ta vérité. Il lui donne un billet de 5000 $. Pour le transport et à manger. Et non, ce n'est pas de la charité. C'est de la réparation. Elle veut refuser, mais il insiste. Elle accepte en pleurant. En quittant la chambre, elle a dans la main cette carte de visite et ce billet. Mais surtout, dans le cœur, une nouvelle arme, l'espoir. Le rapport caché. 3 jours plus tard, dans un cabinet discret à la façade modeste, Jania est assise en face d'un jeune avocat à la barbe fine, costume ajusté, regard vif, Maître Oussa Sagna. Il feuillette le dossier pendant près d'1 heure, sans un mot. Il lit, relit, surligne. Puis il pose les documents sur son bureau et se tourne vers elle. Jania, ce qu'on t'a fait, ce n'est pas seulement injuste. C'est dangereux. Elle serre les mains entre ses cuisses. Elle a peur de comprendre. Le rapport de l'école n'est qu'un avis subjectif d'une institutrice. Aucun avis médical. Aucun examen complémentaire. Elle parle de négligence apparente, de comportement erratique, mais ce sont des impressions. Pas des faits. Elle m'a jamais parlé. Jamais demandé si j'avais besoin d'aide. Dit Jania, la voix brisée. Et regarde ça. Dit l'avocat en posant une copie du formulaire de retrait. Absence de suivi médical, difficulté d'élocution de l'enfant, risque de mise en danger. Il ajoute. Le pire, c'est que le médecin urgentiste de l'hôpital a mentionné dans son rapport une forme d'épilepsie génétique, mais ça a été ignoré dans le dossier transmis à l'administration. Volontairement ou non, on a construit ton profil comme celui d'une femme dépassée. Jania ne parle pas. Elle a les larmes aux yeux. Tout ce qu'elle a ressenti en silence, tous ses soupçons d'avoir été traitée comme une incapable, étaient vrais. Oussa ajoute. On va déposer une requête d'urgence pour demander la révision du dossier et le retour immédiat de l'enfant. Je vais aussi demander une enquête sur le comportement de l'école. Il la regarde droit dans les yeux. Et surtout, on va raconter ton histoire. Tu ne seras plus juste la mère précaire. Tu es une mère courage. Et ça, je vais le faire entendre. Elle lui serre la main, émue. En sortant du bureau, Jania regarde le ciel. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sent plus complètement écrasée. Pas parce que le problème est résolu. Non. Mais parce que quelqu'un la voit, enfin. Quelqu'un entend sa version. Le lendemain, Oussa envoie le dossier complet au tribunal. Il joint à sa demande une lettre écrite par Jania, simple, sincère, bouleversante, où elle dit « Si j'avais eu le choix, j'aurais été mère à plein temps. Si j'avais eu l'argent, j'aurais payé un neurologue. Mais ce que je n'ai jamais manqué, c'est l'amour. Et parfois, l'amour seul ne suffit pas à convaincre le système. » 3 jours plus tard, le tribunal répond « Audience d'urgence accordée. » Le retour de la lumière. Le jour de l'audience, le ciel est couvert. Un vent frais souffle sur la ville. Jania porte sa plus belle robe, une simple robe bleu marine, repassée la veille. Son foulard est immaculé. Elle a passé la nuit debout à répéter ce qu'elle allait dire. Mais rien ne l'a préparée à ce qu'elle ressent en franchissant les portes du tribunal, un mélange de peur, d'espoir et de rage contenue. Dans la salle, une dizaine de personnes. L'institutrice d'Amina est là, droite comme un piquet. L'assistante sociale qui a recommandé le retrait de garde est à sa gauche. À droite, l'avocat de l'administration feuillette un dossier. Au centre, le juge. Oussa est à côté d'elle. Calme. Concentré. Il lui prend la main avant l'audience. Tu n'as rien à prouver, Jania. Dis juste ta vérité. Elle suffira. L'audience commence. L'administration lit un rapport sec, sans âme. On parle de conditions précaires, de manque de ressources, de difficultés à suivre médicalement un enfant fragile. Puis vient le tour de l'institutrice. Elle déclare froidement. L'enfant semblait instable. Elle dessinait des choses étranges. Elle tombait souvent de fatigue. Oussa demande. Avez-vous jamais parlé à la mère? Avez-vous demandé si elle avait besoin d'aide? Ce n'était pas mon rôle, répond-elle, sans émotion. Puis vient le tour de Jania. Elle se lève. Son cœur bat dans sa poitrine comme un tambour. Sa voix tremble au début. Puis elle parle. Simplement. Mais avec le poids de toute une vie. Je ne suis pas parfaite. Je suis fatiguée. Je suis pauvre. Je cours tout le temps. Mais j'aime ma fille. Je n'ai jamais manqué un jour de travail, même malade. Je lui ai appris à prier, à dessiner, à rêver. Je suis sa mère, son repère, son souffle.
Je ne demande pas la pitié. Je demande qu'on me laisse aimer ma fille. Un silence. Lourd. Épais. Même l'assistante sociale baisse les yeux. Oussa complète. Madame Jania a été jugée pour sa pauvreté. Pas pour ses actes. Ce tribunal doit décider si le manque de moyens d'une mère suffit à la séparer de son enfant. Parce que si c'est le cas, alors ce ne sont pas les enfants qu'on protège, c'est une image du confort. Le juge demande une pause de 10 minutes. Jania sort. Elle s'assoit dans le couloir. Elle respire lentement. Elle ne sait pas si elle a gagné ou perdu, mais elle sait qu'aujourd'hui, elle s'est levée pour elle-même. 20 minutes plus tard, la salle se remplit à nouveau. Le juge lit la décision. Après examen du dossier et audition des parties, le tribunal conclut à une levée immédiate de la mesure de placement. L'enfant Mia sera remise à sa mère dans un délai de 24 heures. Le tribunal reconnaît l'effort exceptionnel de Madame Jania F. et recommande un accompagnement social renforcé pour appuyer cette mère dans sa parentalité. Le monde s'arrête un instant. Elle ne bouge pas. Elle ne comprend pas encore. Puis elle entend Moussa dire, les larmes aux yeux. « Tu as gagné, Jania. Tu vas retrouver ta fille. » Elle tombe à genoux. Elle pleure. Pas les larmes de la douleur cette fois. Les larmes de la lumière retrouvée. Le lendemain, Mia descend d'une voiture de la protection de l'enfance. Elle court dans les bras de sa mère, dans le petit quartier poussiéreux. Elle se serre, longtemps. Sans mots. Sur le mur, le dessin est toujours là. La maison rose. Les deux personnages. Les ailes. Mia le regarde, puis murmure. « Tu les as toujours eus, maman. TL. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.